Bonjour, chers tous, et ravi de vous retrouver pour ce neuvième épisode de notre Tour d'Afrique consacré à la gestion de la COVID-19, un Tour d'Afrique que nous avons dénommé COVID-19, l'Afrique qui ose. Nous étions à Dakar mardi dernier. Aujourd'hui, nous serons à quelques kilomètres du lac Tanganyika. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Je serai en compagnie de ma collègue Yacine Dramé pour ce numéro. Donc, nous allons co-animer ce live ensemble. Bonjour Yacine.
Bonjour Yacine, est-ce que tu m'entends? La connexion est un peu défaillante avec Yacine. Donc, comme je vous le disais tantôt, pour ce neuvième épisode, nous serons au Congo. Bonjour Yacine. Bonjour Bonjour Yacine. Eliman. Tu me reçois? Est-ce que tu me reçois 5 sur 5? On dirait que le son n'est pas encore OK 5 avec sur Yacine. 5. OK, d'accord. Il y a juste un petit décalage. Donc, je disais à nos téléspectateurs que nous serons aujourd'hui au Congo avec Dr Mikangu José, directeur des affaires médicales à la clinique médicale Sécurex Congo-Brazzaville. Nous allons aborder avec lui la gestion de la pandémie de COVID-19, notamment au niveau de la clinique Sécurex, mais également au niveau du pays. Et aujourd'hui, qu'en est-il du traitement? Nous allons évoquer l'état des lieux, les stratégies de l'État congolais pour gérer la pandémie, les mesures préventives qui sont mises en place aussi bien au niveau de la clinique qu'au niveau national, la médecine traditionnelle effectivement et son apport éventuel pour le traitement des patients de COVID-19, mais également l'usage des technologies de l'information et de la communication dans le traitement des patients. Donc, ce sont autant d'aspects que nous allons aborder avec le Dr Mikangu. Je rappelle également que vous pourrez participer à ce live. Vous pouvez poser vos questions en commentaire pour participer à cet échange. Donc, Yacine, comme je l'ai dit tantôt, nous serons au Congo. Donc, comme vous le savez, Dr Mikangu sera de moment à l'autre au niveau du studio. Avant de débuter le live, juste échanger avec Yacine aujourd'hui par rapport à la pandémie de COVID-19. On sent qu'il y a un petit fléchissement de la pandémie. Donc aujourd'hui, quand on regarde les statistiques du mois de mars 2020 comparé à celles de mai, de juin 2020, on sent qu'il y a un petit fléchissement. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, j'avais oublié de vous dire que ma collègue Yacine, c'est elle qui gère notre département santé, donc Hippocrate Medical Assistance, la filiale du groupe Afrique Challenge qui vous propose ce live. Donc, avant de répondre à cette question, Yacine, est-ce que tu peux briefer un peu nos téléspectateurs par rapport à tout ce que Hippocrate fait, tous les services? Alors, rebonjour Eliman. Monsieur Semben, un plaisir encore de nous retrouver en attendant notre invité qui est censé nous venir du Congo-Brazzaville, c'est ça? Absolument, oui. Voilà. Alors, on va essayer d'expliquer un peu ce que fait Hippocrate Medical Assistance ici à Casablanca. En fait, Hippocrate Medical Assistance est une filiale du groupe Afrique Challenge et nous faisons de l'EVASAN, c'est-à-dire de l'évacuation sanitaire. Oui. Ce que veut dire évacuation sanitaire? C'est les personnes qui sont malades, qui se trouvent partout ailleurs, on va dire l'Afrique, beaucoup plus l'Afrique francophone, mais qui viennent de l'Afrique. On va dire qui viennent de l'Afrique francophone subsaharienne. Voilà. Et viennent au Maroc pour meilleurs soins. Alors, nous faisons du conseil orientation avec des médecins, nous recevons les dossiers. Nous les traitons à distance déjà. Avant de venir, nous avons déjà tout ce qui est protocole thérapeutique, si vraiment la maladie peut être traitée. Et d'habitude, franchement, on traite tous les maux. Oui. Donc, on détermine tout ce qui est maladie, le protocole thérapeutique et par conséquent, le coût afférent à ce dossier bien précis. Donc, on ne prend pas n'importe quel patient. Donc, c'est vraiment au préalable, mesurer tout ce qu'il faut et dans la plus grande transparence. Absolument. Le patient arrive aux meilleurs soins et dans les délais les plus rapides. Voilà. Donc, nous faisons de la coordination aussi de prestations, c'est-à-dire que les patients, quand ils viennent, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. D'habitude, c'est des médecins qui les envoient pour la prise en charge, c'est des entreprises, ou bien ils peuvent venir à titre personnel. S'ils ont un médecin de l'autre côté qui les traite, nous faisons cette coordination, en fait. Nous faisons cette coordination, nous faisons ce link, nous servons de link et à chaque fois, nous avons des rapports qui nous lient avec les entreprises, les médecins d'entreprise, des rapports, on va dire, hebdomadaires ou même au jour le jour. Ça, c'est vraiment le fonctionnement pour le suivi. Pour le suivi, voilà. Nous faisons aussi le suivi et la maîtrise des dépenses. C'est-à-dire que tu vas pas venir pour te faire soigner avec une somme de temps.
Et on ne sait jamais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'imprévus et tout ce qui s'ensuit. Donc, Hippocrate se charge vraiment de maîtriser ses dépenses, de sorte que un soin soit fait, mais alors là, budgétairement, suivant le budget qu'amène le patient. Voilà. Tout ça, qui dit santé, qui dit prise en charge de santé, dit, puisque c'est un état de bien-être psychosocial, la santé, Hippocrate aussi veille à ne soigne pas seulement la maladie, voilà, ne soigne pas seulement la maladie, elle laisse en rade le côté psychosocial. Donc, Hippocrate aussi fait on va dire, est là aussi psychologiquement présent pour les patients et socialement aussi. Voilà ce que fait Hippocrate. C'est important. Côté prise en charge médicale. Ok, donc c'est important. Je pense que nos téléspectateurs ont noté les points. Donc, tout ce qui est prise en charge sanitaire, Hippocrate gère cet aspect. Donc, pour plus d'infos, n'hésitez pas à visiter notre site l'afriqueosecoller.com. Je pense que notre invité est là. Donc, comme je vous le disais, tantôt, monsieur le docteur Mikangu José, directeur des affaires médicales à la clinique médicale Sécurès au Congo-Brazzaville. Donc, bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Voilà. Je suis avec ma collègue Yacine. Oui. Docteur. Je ne sais pas comment on dit bienvenue, mais bon, en lingala, sachez juste qu'on dit bienvenue. C'est pas Mboka. Ok. Mbote malamu. Mbote, voilà. Mbote, c'est bonjour. Hein? Bonjour, c'est ça. Un plaisir. Ok. Bonjour, oui. Mbote, c'est bonjour. Ok, d'accord. Donc, Mbote, docteur. Ok, donc sans plus tarder, nous allons débuter ce live, ce 9e live que nous proposons et qui est sponsorisé et proposé par Hippocrate Medical Assistance. Donc, avant de débuter ce live, nous aimerions remercier le docteur Jean-Michel Ovaga qui nous a facilité... Jean-Daniel Ovaga qui nous a facilité la réalisation de ce live. Donc, nous le remercions pour sa disponibilité et serons très heureux de l'accueillir ultérieurement sur nos plateformes. En tout cas, bonjour docteur. Je pense même qu'il est en train de nous suivre. Donc, recevez nos bonjours et nos remerciements, docteur Jean-Daniel Ovaga. Donc, nous allons débuter le live. Donc, docteur Jean Mikangu José, aujourd'hui, on peut avoir l'état des lieux de la pandémie au Congo, Brazzaville. Je vous ai mal suivi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je vous entends bien. Voilà, en fait, je disais, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui l'état des lieux de la pandémie de COVID-19 au Congo-Brazzaville à ce jour? Ah, ok. L'état des lieux, donc, au jour d'aujourd'hui, disons, nous sommes à 618 cas au total pour 179 guéris. Okay. Et malheureusement, ce que nous déplorons, donc les 20 décès. Okay. Donc au total, nous avons 618 cas jusqu'à ce jour. Ok, d'accord. Vous avez 618 cas, vous avez une centaine de guéris et vous avez combien de décès? 20 décès. Ok, vous avez 20 décès, ok. Donc, est-ce qu'on peut dire que globalement, la gestion de la pandémie est efficace au Congo? Est-ce que vous pensez qu'avec ces chiffres, la gestion est bonne? La gestion du gouvernement, bien sûr. Je pense, je vais encore me référer du président de la commission de riposte Covid. Donc, cette commission qui est chargée pour la prise en charge. Eh bien, il avait bien déclaré que à ces chiffres que nous pouvons voir de 20 décès, évidemment qu'on peut déplorer, mais on pense que c'est le minimum, et de 179 guéris, il y a de quoi, évidemment, à dire que la prise en charge est efficace et efficiente, parce que nous avions quand même une réponse thérapeutique favorable à ceux qui sont guéris et à ceux qui sont restés, évidemment, en grand nombre en hospitalisation, qui sont en cours de traitement. Donc, on pense que la réponse thérapeutique, la prise en charge thérapeutique est favorable, efficace et efficiente. Ok, d'accord. Vous pensez que c'est efficace, ok, en reprenant les mots du président de la commission.
Au Congo-Brazzaville, est-ce que vous avez opté pour le confinement comme dans d'autres pays? Est-ce que vous avez opté pour le confinement comme dans d'autres pays en Afrique? Bien sûr, nous avions opté pour le confinement qui évidemment a duré depuis donc le 10, si je me rappelle bien, c'était déclaré donc enfin au 1er avril que nous avions déclaré donc le confinement. Un mois après, donc il y a eu un déconfinement, disons, il faut dire partiel, étant donné qu'il y a les mesures telles que ceux qui sont donc dans des villes donc comme Pointe-Noire, Brazzaville, des deux grandes villes, et aussi dans d'autres régions, nous ne pouvons pas sortir de Brazzaville, sauf s'il y a urgence urgente. Nous pouvons aller dans d'autres régions septentrionales, tout comme dans les régions du Sud. Et sinon, on peut dire qu'il y a un déconfinement, mais que nous pensons être partiel, parce qu'on est encore là sans sortir. La menace est toujours là. Absolument. La menace, il y a des confinements, mais un déconfinement partiel, progressif, parce que la menace est toujours là. Yacine? Oui. Oui, alors je suis désolée, Eliman, ma connexion est un peu défaillante, donc j'ai quand même, je pense avoir quand même entendu les grandes lignes, comme quoi vous étiez en confinement et après il y a eu un déconfinement. Déconfinement partiel. Partiel. Donc à l'heure actuelle, docteur, vous êtes en déconfinement. Comment le prend en fait, comment le prend la population, c'est-à-dire le déconfinement, est-ce qu'il est facile dans un premier, on peut dire que vous pouvez évaluer dans un premier temps déjà côté réponse, côté maladie. Quelle lecture avez-vous de ça en fait? Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce premier, dans cette première partie, on va dire cette première offensive Covid? Alors, le virus était encore là. Évidemment, c'est le virus qui ne se déplace pas, mais ce sont nous les hommes qui déplaçons le virus. Et donc, dans ce déconfinement, il y a des mesures à respecter rigoureusement, telles que donc la distanciation évidemment physique dans des commerces, dans des transports, des bus de transport en commun et dans des taxis évidemment de transport. Il y a le nombre donc qui a été réduit dans des grands bus, tout comme dans des petits véhicules qu'on appelle communément taxis. Et le nombre a été donc réduit, tout simplement pour faire respecter ces mesures barrières. Et en cette période aussi de confinement, évidemment, il y a donc toutes ces mesures de lavage de mains, de port de masque obligatoire. Et puis, pour ceux des marchés domaniaux, où on a eu à retenir 5 jours de marché, donc les commerces peuvent s'ouvrir, les marchés domaniaux peuvent fonctionner, mais rien qu'à 5 jours dans la semaine. Et donc, il y a eu restriction quand même de certaines activités du fait que pour ne pas évidemment propager le virus. Voilà ce que je peux dire. C'est important. D'accord. C'est important. Naturellement, médical. Alors, docteur, peut-être qu'on va venir dans le vif du sujet en tant que tel, médicalement parlant. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de scientifiques qui ont eu à dire que l'Afrique est plus ou moins, on va dire, est plus ou moins avantagée. Comment? Pourquoi? Parce qu'il y a quand même certaines, on va dire, certaines prédéfinies géographiques, climatiques et autres qui ont fait que l'Afrique est moins atteinte, on va dire, est moins atteinte. Comment voyez-vous en fait cette approche? Il y en a qui disent que peut-être parce qu'on a été suffisamment confronté à beaucoup d'épidémies, comme quoi nos systèmes de santé sont vraiment plus robustes face à ce genre de situation. Doit-on le prendre comme, je vais dire, un avantage ou bien une flatterie, ou en tout cas médicalement parlant, est-ce qu'on est censé digérer ces propos? Est-ce qu'on est censé les accepter? Alors, si je vous comprends très bien, malgré ce réseau la connexion qui n'est pas bonne, est-ce que vous parlez de l'aspect climatique, c'est ça, vis-à-vis de Covid-19? Entre autres, on va dire, l'aspect climatique, l'aspect géographique, tous ces facteurs qui peuvent directement ou indirectement, voilà, concourir à… Alors, évidemment,
la science est évolutive, hein, la science évolue. Et au début, évidemment, il y a eu cette hypothèse-là, pensant que les régions sud, donc les régions où il y a le climat tropical, qu'ils étaient, que ces régions étaient, la population était protégée par le climat. Mais on nous a démontré que le virus, il pouvait vivre au-delà de 37, de 38 degrés, même de 40 degrés, qu'il pouvait vivre. Mais entre-temps, je veux quand même prendre ce qui est récent. Lorsque je vois le Brésil, qui a un grand nombre aussi qui est en train d'aller exponentiel, il faut dire, des sujets contaminés, alors que nous sommes dans une période, le Brésil est dans une période où il se vit donc là-bas un climat tropical. Mais pourquoi est-ce qu'il y a dans ce climat tropical du Brésil et qu'il y a un grand nombre de contaminés du jour au jour? Oui, donc je pense que c'est une hypothèse que je ne prends pas trop, disons c'est facultatif, hein, parce que mettre cela sur les régions subtropicales qui vivent dans la zone tropicale, je pense que c'est biaiser quand même la véracité du virus, donc de la maladie sur l'être humain. Hein. Je pense pas que c'est ça. Sinon, écoutez, bon, mais on a eu, l'OMS a bien dit, hein, et ce virus vit bien au-delà de au moins 37, 38, 40 degrés. Dans des régions où il faut même 42 degrés actuellement, il y a bien le virus qui sévit, qui ont plus de contaminés que nous ici au Congo. Ouais, je pense que c'est pas, je ne prends pas ça, je prends ça dans des pincettes, disons, jusqu'à ce que les études puissent nous prouver réellement que le virus ne pourrait pas survivre au-delà d'une certaine température dans des régions tropicales. Ouais, donc considérons ça comme des spéculations, c'est ça? Pardon? On peut les considérer comme des spéculations et passer aux choses scientifiques, peut-être? Je pense qu'il faut dire spéculation parce que le Brésil me prouve le contraire. Le Brésil est en période de saison, de période tropicale. Mais on voit très bien ce qui se passe là. Effectivement, effectivement. Donc, docteur, peut-être on va passer à la science. Si on considère le point médicamenteux, alors je n'ai vraiment pas eu idée de votre protocole, le protocole du Congo-Brazza, mais je suppose qu'il y a l'hydro et l'azitro comme protocole thérapeutique face à ce Covid. Peut-être on peut discuter un peu sur l'effet chloroquine et peut-être l'artémisia. Que pensez-vous de ces choses que l'Afrique a, qui sont à ce jour vraiment, on va dire, en position de force? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors, parlons du protocole thérapeutique. Évidemment, il y a une commission scientifique qui a été installée dès le début de la pandémie ici à Brazzaville. Et en plus de ça, donc, la commission de prise en charge, de commission de riposte, il y a bien un protocole qui est installé et c'est ce protocole qui est en cours. Et ce protocole tient en compte le degré du patient. Si c'est un patient, parce que n'oubliez pas qu'il y a des patients qui sont asymptomatiques, qui peuvent bien prendre leur traitement à la maison tout en respectant les mesures pour ne pas contaminer évidemment l'entourage, le voisinage. Et il y a des patients qui sont en urgence létale, on peut dire, une urgence qui demande évidemment l'oxygénothérapie. Et il y a d'autres patients qui sont hospitalisés avec un traitement aussi, alors qu'il n'y a pas une urgence impérative. Alors, nous avons un protocole qui est constitué donc des céphalosporines de 3e génération, donc pour exemple comme le ceftriaxone, et il y a de l'azithromycine donc qui est associée, azithromycine par voie orale évidemment, et il y a aussi le choix que nous faisons entre deux antirétroviraux. Donc il y a l'opiravine, l'opiravir, il y a la lopiravir et facultativement, on peut aussi prendre le ritonavir, aussi de 200 mg. Donc, 200 mg pour lopiravir et 50 mg pour ritonavir. Okay. Et voilà, et en dehors de ça, donc, il y a la chloroquine qui est associée et évidemment l'Ovenox selon
le cas que nous avions selon le cas clinique. Le Lovenox, selon le cas clinique, s'il a déjà une atteinte pulmonaire, évidemment, le Lovenox aussi intervient. Et en dehors de ça, évidemment, on peut associer de façon adjuvante de l'oméprazole ou bien l'antiacide. Voilà, pour évidemment que l'estomac puisse supporter tout ce cocktail de médicaments à prendre. Oui. Voilà, en dehors de ça, donc, des patients qui nécessitent une oxygénothérapie massive. Voilà ceux-là qui sont gérés en service de réanimation. Ok. On peut dire que c'est un cocktail bien garni, comme vous l'avez dit, et ça fait ses effets. Nous en sommes ravis. Peut-être que vous avez un peu survolé l'artémisia, ou bien qu'est-ce que vous en pensez? Bon, l'artémisia, évidemment. Merci beaucoup, l'artémisia. Ça va nous conduire vers... Excusez-moi, ça va juste nous conduire vers la médecine traditionnelle. Le fait que l'Afrique puisse vraiment, à ce jour, se dire que nous avons suffisamment de matières premières et qu'il est temps peut-être d'ouvrir les yeux et d'essayer de les exploiter. Vous savez, il y a un adage chez nous qui dit, bon, on est tous africains, c'est un adage africain, que un fleuve lointain ne peut jamais éteindre l'incendie. Et donc, il faudrait compter sur le ruisseau qui est à côté ou le puits qui est à côté. Alors, parlons donc d'artémisia. Vous avez compris que nos frères malgaches ont eu évidemment à découvrir cette plante qui, en association avec d'autres tisanes, d'autres plantes, qui a eu à faire et donc à nous donner ce produit qui est à titre préventif et curatif contre le Covid-19. Nous en avions évidemment sollicité. Le gouvernement a donc eu à avoir un bon paquet de flacons d'artémisia et il fallait bien que le produit puisse passer d'abord par une étude évidemment par les scientifiques, regarder si réellement ce qui a été dit comme molécule faisant partie de la composition donc de Covid organique, c'était réellement ça. Évidemment, ce qui a prouvé après que c'est un produit acceptable. Et vous voyez que depuis que c'est arrivé, c'est peut-être 2 semaines plus tard, à peine il y a 3 jours, que ce produit a été maintenant, après avoir été donc testé au laboratoire, ce produit est maintenant donné aux patients qui sont en hospitalisation. Et donc, je pense que je vais aller de pied avec les scientifiques qui ont adopté ce médicament. Et je dis bravo, merci beaucoup à nos frères malgaches. Voilà. Ils méritent vraiment des encouragements. Absolument. En tout cas, c'est clair. Donc, ne minimisons pas nos ressources, ne minimisons pas la médecine traditionnelle. Donc, ça pourrait être un remède. Donc, je pense que le message est clair. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce live, je rappelle que vous êtes participé à notre 9e live de notre tour d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes au Congo-Brazzaville avec Dr José Mikangou, directeur des affaires médicales à la clinique médicale Sécurex au Congo-Brazzaville. Donc, je vais proposer une pause vidéo. Donc, nous allons regarder ensemble une vidéo de presque 2 minutes sur l'utilisation des technologies dans la gestion de la pandémie au Congo-Brazzaville. Et nous allons revenir au niveau du studio. Donc, si la vidéo est prête, la régie, c'est parti. Dans la riposte nationale contre la maladie à coronavirus. Ces derniers ont conçu des masques en plastique qui protègent tout le visage, une application permettant de retracer les déplacements des sujets testés positifs à la COVID-19 et 2 appareils semi-automatiques de lavage des mains et de désinfection automatique. Ce sont des produits innovants selon ces chercheurs. Voici la différence entre ce qui existe et ce que nous mettons sur le marché. Vous voyez un peu la différence. Ici, on a des visières combinées avec du tissu. Donc, c'est ça la particularité. Et ça protège le visage, ça protège les yeux, le nez, y compris la bouche. Et pour cela aussi, nous fabriquons aussi des masques avec visière simple, sans tissu. Donc, c'est ça la particularité de nos masques. Donc, pour l'innovation que nous avons amenée, nous avons 3 projets que nous avons menés ici. Le premier, nous avons un système de désinfectant
automatique qui sera installé dans les bus. Personne va l'utiliser de sens à toucher, ces gens, ça sera déjà installé dans les voitures. Et dès qu'il détecte la présence, il va automatiquement désinfecter les voitures pour éviter que la maladie se propage. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a félicité ces innovateurs pour leur contribution à la lutte contre la COVID-19. Ce que vous faites, c'est déjà des éléments particuliers pour prévenir. Je voudrais, à cet effet, vous encourager, véritablement. Parfait. Aimé Kusuma Vungu a par la suite exprimé sa volonté d'accompagner ces chercheurs en vue de l'utilisation de ces solutions innovantes. Ok, merci à la régie pour cette belle vidéo, ce beau reportage, docteur, sur les technologies qui sont utilisées aujourd'hui au Congo-Brazzaville pour un peu lutter contre la pandémie. Quelles sont vos impressions à voir ces technologies déployées pour la lutte contre le COVID-19? Alors, vous savez, en situation d'urgence, mesure d'urgence, hein, nous ne pouvons que souhaiter la bienvenue, donc encourager ceux des techniciens, ceux des scientifiques qui sont là pour évidemment créer des situations pour faire une barrière contre la propagation de cette épidémie. Les masques, les visières, les lave-mains, d'autres différents types de lave-mains avec de l'électricité où on ne touche pas le poignet, où on ne touche absolument rien, tout comme le gel qui sort juste en mettant la main, l'eau qui sort en mettant la main et puis un sèche-main qui est à côté. Évidemment, tout ça, c'est à encourager, évidemment, même les portiques qui déploient évidemment une vapeur pour stériliser donc la personne qui y passe. Et tout ça, c'est encouragé. Tout ça, c'est de bienvenu pour lutter contre la propagation de COVID-19. Ok. Et est-ce que au niveau de la clinique... J'ai ma visière à côté, hein? Absolument. 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 Ouais, belle illustration. J'ai ma visière à côté qui me sert bien pour examiner certains types de patients suspects. Ok, d'accord, c'est important. Donc aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de la clinique Securex, vous utilisez des technologies ou bien vous collaborez avec des entrepreneurs tech pour gérer les patients ou bien les éventuels cas? Est-ce que la technologie est présente au niveau de la clinique Securex? Bon, nous, à la clinique Securex, nous avions au passage à l'entrée principale donc, du bâtiment, nous avions à notre porte, nous avions installé un portique où les gens doivent impérativement passer par là, tout en prenant la température donc à l'entrée principale de la concession. Et vous arrivez au niveau du portique, au niveau de la porte du bâtiment, vous avez un portique qui est là, stérilisant, et donc qui vous éjecte une vapeur pour évidemment neutraliser le virus d'autres bactéries, si et seulement s'il y en a. Et voilà donc ce que nous avions, ce que nous faisons à la clinique. Et lorsque vous accédez, donc vous avez la prise de la température, vous avez des lave-mains qui sont installés dans des grands espaces, dans nos bureaux de consultation. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe, évidemment. Voilà, nous avons une question de nos téléspectateurs, toujours dans ce volet technologie. C'est M. Alioune Gueye. Il dit, pensez-vous que la technologie actuelle permet de pallier les insuffisances du plateau médical au Congo? Alors, l'insuffisance du plateau médical, il faut bien que nous en sommes conscients qu'il y a une insuffisance du plateau technique. Nous en sommes conscients. Mais évidemment, pour éviter de faire le trop-plein dans nos hôpitaux, où évidemment il y a cette insuffisance du plateau technique, pour éviter de faire le trop-plein, nous devrions d'abord faire, évidemment, exécuter ces mesures barrières pour éviter de se contaminer, de contaminer les autres, parce que là où on va aller atterrir, évidemment, si on exige qu'il y ait une prise en charge avec des appareillages aussi sophistiqués,
Bon, on n'en aura pas. On fera de la mesure du possible ce qu'on peut faire. Mais nous, à la clinique médicale Sécurex, nous avions des respirateurs. Nous avons des extracteurs d'oxygène et nous avions aussi 2 respirateurs. Et donc, qui peut bien servir. Et parce que nous avions une salle où nous avions réservé rien que pour des cas de suspicion de Covid. Et s'il y a lieu à faire, à l'écoute, à oxygéner, nous pouvons oxygéner. Évidemment, dans nos hôpitaux, ça, le gouvernement fait quand même des efforts pour l'instant avec la commande des respirateurs, parce que c'est lorsqu'on arrive à un niveau de détresse respiratoire, il faut bien qu'on soit oxygéné de façon massive. Et donc, il y a la commande qui a été réalisée, il y a des appareils qui sont arrivés et qui sont en train d'être installés dans un hôpital rapidement qui est en construction, un hôpital déplaçable, évidemment, après. Bon, on pense qu'évidemment, l'insuffisance est reconnue, mais on fait des efforts pour amarrer au niveau de prendre en charge nos patients en détresse respiratoire. Ok, ça me permet de vous poser une question transitoire. Est-ce qu'aujourd'hui, docteur, vous avez eu des cas de COVID-19 au niveau de la clinique? Des cas, nous en avions eu. Ok, combien? Les cas, les réseaux sociaux, d'ailleurs, les réseaux sociaux ont informé, bon, tous ont été informés par les réseaux sociaux. Nous en avions eu 2 cas que nous avions gérés ici et d'autres que nous avions pour raison évidemment de place et que nous avions les centres de prise en charge des patients COVID qui nécessitent une prise en charge en hospitalisation. Ok, d'accord. Je pense que M. Aline Gueye a eu sa réponse pour les technologies. Nous avons aussi une autre question de Kesso Gueye. Elle demande les cas recensés, elle ou il, les cas recensés viennent-ils des entreprises? Les cas de COVID que vous avez eus, est-ce que ça vient des entreprises? Les 2 cas que vous avez cités tout à l'heure. Les cas que nous avions eus, ce n'est pas des entreprises. Disons, c'est dans la population. C'est le cas de dans la population, ce n'est pas des entreprises. Ok, d'accord. Des citoyens lambda. Ok, d'accord. Le temps que ma collègue Yacine revienne, il y a aussi une autre question de M. Aline Gueye. Il demande, y a-t-il de la recherche-développement à partir des plantes médicales traditionnelles au Congo? Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites des recherches, développement en se basant sur les plantes médicinales, autant pour moi, traditionnelles au Congo? Bon, nous attendons évidemment la réponse parce qu'il y a une commission aussi des praticiens. N'oubliez pas que la médecine traditionnelle et dans la phytothérapie, c'est reconnu ici. Il y a une direction de la médecine traditionnelle ici au ministère de la Santé. Et donc, nous attendons parce qu'ils sont réunis pour faire des recherches à propos de la prise en charge à base des plantes médicinales. Nous attendons la réponse donc d'une recherche. Ok, d'accord. Donc, il y a eu des études scientifiques qui sont en cours. Vous attendez la réponse du ministère pour voir ce qu'il en est. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à poser vos questions. J'ai une autre question de Madame Iria House. Elle demande, savez-vous quels sont les principes actifs de l'artémisia? L'artémisia, décidément. Alors, nous savions très bien que c'est l'artémisinine. Oui. Je pense que c'est ça la question. Savez-vous quels sont les principes actifs de l'artémisia? Oui. Alors, l'artémisia, je pense l'artémisinine en elle-même déjà, c'est le principe actif. Je ne sais pas si elle parle de COVID organique dans lequel nous retrouvons l'artémisia et d'autres. Alors, ça, il faut le dire que nous avons bien suivi la conférence vidéo de nos chefs d'État qui ont été en conférence avec le président de Malgache. Alors, il avait bien répondu qu'il y a l'artémisinine qui est là, mais d'autres plantes sont gardées pour l'instant au secret en attendant qu'il y ait des études, des essais cliniques qui se réalisent.
Ok. Donc, nous, on essaie que c'est de l'artémisine, mais le reste des plantes constituants, nous n'en savions pas. Ok, d'accord. Je pense que la réponse est claire pour Madame Iria House, les principes actifs de l'artémisia. Il y a une autre question aussi de Abby Jones. Elle demande combien de tests vous réalisez par jour au Congo? Alors, il n'y a pas un nombre fixe du jour journalier. Et donc, il y a des jours où nous arrivons à réaliser 600. Ça, je parle de la commission donc, de riposte, puisque nous avions cette commission donne l'état journalier donc, des tests réalisés, des tests positifs et négatifs, des patients contaminés, des patients guéris, des patients, du nombre de décès. Et donc, ils arrivent à 600. Dernièrement, c'était à 410. Et donc, c'est selon, il n'y a pas un nombre déterminé pour réaliser, pour arriver. Hein. Ok, donc c'est une moyenne de 600, 700, c'est ça? 600, 700, 400 dernièrement, 410. Ok, donc disons 400, 600, une moyenne de 400, 600 tests par jour. Ok, d'accord. Je pense que ma collègue Yacine est de retour. Yacine? Bonjour, rebonjour. Je suis vraiment désolée, ma connexion a fait défaut. Elle est retrouvée, elle est de retour. Voilà, j'étais perdue vraiment dans le réseau là, carrément, mais je suis de retour. Alors, j'ai entendu pas mal de réponses venant du docteur. Et en fait, moi, ce que je vais par quoi est-ce que je vais compléter? Est-ce que, docteur, vous pensez que suite à cette expérience Covid, est-ce que l'État pourra en fait augmenter peut-être le budget, on va dire, du volet recherche et médicaments du système sanitaire? Alors, je vous ai vraiment mal suivi du fait de la connexion. D'accord. Alors, je disais je répète la question. Je répète sa question. Elle dit aujourd'hui, vu l'ampleur de la pandémie de Covid-19 dans le monde et plus particulièrement au Congo-Brazzaville, est-ce qu'il ne serait pas important de consacrer d'importants investissements pour la recherche et le développement dans le secteur de la santé? Le système sanitaire. Bon, merci. Mais je pense que c'est pas la première pandémie qui nous est arrivée. Hein. Si on se souvient très bien, en 2003, il y a eu aussi en 2003, oui, c'est le SRAS associé, syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui était arrivé aussi. Et au cours de l'année 2016, il y a eu aussi le Zika, qui évidemment n'a eu effet qu'en Afrique, du Nord. Donc, je pense que la recherche scientifique devrait poursuivre pas seulement en tenant compte de la pandémie actuelle. Évidemment, la pandémie actuelle vient encore pour pousser un peu plus loin des recherches pour contrecarrer ce virus, que ce soit donc de façon vaccinale, que ce soit dans toute autre mesure, qu'elle soit la bienvenue si scientifiquement elle est prouvée pour éradiquer la pandémie, c'est la bienvenue. Donc, en tout état de cause, la science devrait toujours se développer, être à l'avant-garde, évidemment, pour la prévention et non pas seulement pour la thérapeutique. Donc, il faut prévenir, comme on dit, prévenir, c'est guérir. Et je pense bien qu'il vaut mieux qu'il y ait déjà des médicaments tels que là, et prendre en compte la prévention de ce qui pourrait arriver plus tard. Et ça nous a pris de court, évidemment, c'était inattendu. Bon, mais on est en train de travailler sur ça pour voir dans la mesure possible comment éradiquer ce virus. Ok, c'est important. Nous avons Yacine, trois nouvelles questions de nos téléspectateurs qui suivent attentivement le live. Donc, nous avons une question de Madame Wafa Fahlawi. Elle demande, y a-t-il une coopération avec les autres pays de la région? Donc, probablement pour la gestion de la pandémie. Est-ce qu'il y a une coopération, une collaboration
entre le Congo-Brazzaville et les autres pays de la région pour gérer un peu la pandémie, notamment au niveau des acteurs médicaux? Bien sûr que oui. Nous avions déjà l'exemple malgache, ça c'est la coopération sud-sud. Et nous, au Congo, nous avions eu contact, nous avions des échanges avec nos frères d'en face, donc du Congo, de la RDC, la République démocratique du Congo. Nous avions des échanges, des scientifiques de temps en temps. Il y a à peine moins d'une semaine, une équipe de scientifiques donc, venant de la RDC était ici, déléguée par le chef de l'État lui-même. Et donc, c'est des échanges comme ça que nous faisons. La coopération y est entre les États, coopération inter-États, disons. Ok, d'accord. Donc, nous allons aborder les deux dernières questions de ce live. Donc, la primeur à nos chers téléspectateurs. Il y a Abdoulaye Dia qui demande que le Maroc vient de lancer son kit de test entièrement produit au Maroc. Pensez-vous faire appel à l'expertise d'autres pays africains dans une logique d'intelligence collective pour lutter contre cette pandémie? Je pense que toutes les mesures, même contraignantes qu'elles peuvent être pour lutter contre la pandémie, elles sont les bienvenues. Et donc, si c'est le Maroc qui a évidemment lancé le kit, c'est très bien. Et nous, évidemment, nous avions des kits aussi que nous utilisons. Et donc, pour tout autre pays africain qu'il soit, parce qu'on ne peut pas négliger nos scientifiques africains. Absolument. C'est des scientifiques qui travaillent évidemment pour lutter contre la pandémie. Nous avons bien vu de ce qui se passe dans d'autres pays africains. Nous en luttons vraiment assez. Et toute initiative pour lutter contre cette pandémie est la bienvenue. C'est pour ça qu'il y a cette coopération inter-État en Afrique. D'ailleurs, l'Union africaine en a parlé, et même la toute dernière réunion des pays d'Afrique des pays d'Afrique, on a parlé aussi. Et je pense que la coopération inter-État serait très très bonne pour lutter contre la pandémie. Ok, c'est important. Donc, le message est noté. Dernière question de ce live, parce que le temps qui nous était imparti est quasiment out. Question de M. Daouda Mbaye. Il demande, docteur, que répondez-vous à ceux qui avancent que le virus est aujourd'hui cliniquement mort? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, c'est la fin du Covid, tout est OK, tout est beau. Est-ce qu'aujourd'hui, que répondez-vous à ces gens qui pensent que le virus est cliniquement mort? Nous avions eu, mais on ne peut pas écoutez, à moins qu'on soit vraiment, je ne sais pas s'il faut dire c'est de la négligence ou toute autre chose, parce que dire que le virus est mort, et il n'y a pas de preuves. Nous n'avions que des preuves que le virus est encore là et qu'il est en train de faire encore son chemin. Diminuer en intensité. En Afrique, la densité est en train de contaminer, est en train d'augmenter, même si ce n'est pas aussi rapide comme l'OMS l'avait pensé. Mais quand même, dans nos pays, il y a des contaminés qui sont en train d'augmenter. Donc, dire ainsi que le virus est cliniquement mort aujourd'hui, je ne sais pas quelle est cette preuve. Nous avions des pandémies à l'époque qui ont été déclarées finies parce qu'il n'y a plus ce virus. On a eu des pandémies déclarées finies. Et donc, nous attendons qu'elles soient déclarées, évidemment, éradiquées. Et non par quelqu'un qui se lève du jour au lendemain, qu'il n'y en a plus, peut-être parce que dans sa famille, il n'a pas vu. Mais je pense bien qu'il ait circulé peut-être dans les hôpitaux et puis il verra bien ce qui se passe. Le virus est encore là. L'être humain, par manque de rigueur, est en train de véhiculer le virus et le virus est encore là. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague. On a vu ce qui s'est passé en Chine, notamment à Wuhan. Donc, les autorités avaient déclaré le virus guéri. Mais aujourd'hui, on constate une deuxième vague qui est en train d'être là. Donc, méfiance, prudence. Donc, il ne faut pas s'avouer vaincu face à un virus qui est vicieux. Et pour le moment, on ne connaît pas le remède efficace. Donc, prudence. Bien sûr, oui. Si nous prenons la première étape, la première vague de contaminés
en Chine, évidemment, la rigueur que les Chinois ont eu instaurée a fait qu'il y ait rapidement, on peut dire une éradication, sinon vraiment un nombre très bas de contaminés, chose évidemment qui les a poussés maintenant d'ouvrir les frontières. Mais la négligence de nous, Africains, que nous sommes, notre négligence, c'est ça qui va nous entraîner au désastre, évidemment. Pour ne pas arriver à ce désastre, soyons rigoureux sur toutes les mesures qu'il faut pour contrecarrer ce virus. Absolument. Donc, je pense que on termine sur une bonne note, une note de sensibilisation, un conseil de Dr Mikangu José, qui était notre invité aujourd'hui depuis Brazzaville. Il est directeur des affaires médicales à la clinique médicale Sécurex au Congo-Brazzaville. En tout cas, ce fut un immense plaisir, docteur, d'échanger avec vous. Ce fut intéressant. Je pense que nous, de même que nos téléspectateurs, ont appris beaucoup de choses au niveau de la gestion de la pandémie au Congo-Brazzaville, notamment au niveau de la clinique. Donc, avant de terminer, je rappelle juste que ce live vous est proposé par notre filiale, ce 9e live, parce que comme vous le savez, nous faisons le tour de l'Afrique. Nous étions à Dakar, à N'Djamena, à Cotonou, à Conakry, à Abidjan, à Bamako. Donc, nous sommes aujourd'hui à Brazzaville et nous serons la semaine prochaine, mardi, dans une autre capitale africaine, notamment en Afrique de l'Est. Donc, aujourd'hui, c'est un tour qu'on propose pour voir la gestion de la pandémie dans tous les pays du continent. Et c'est sponsorisé par Hippocrate Medical Assistance, une filiale du groupe Afrique Challenge de l'Afrique qui ose. Yacine, est-ce que tu peux nous expliquer plus amplement que fait Hippocrate Medical Assistance au niveau du groupe Afrique Challenge? Oui. Alors, peut-être que moi, je vais juste utiliser la dernière note de docteur, c'est-à-dire la rigueur sur cette maladie, sur cette guerre sanitaire. Alors, en fait, Hippocrate est dans la rigueur, c'est-à-dire c'est prendre qui le veut bien, venir au Maroc se faire soigner dans les meilleures conditions, hein, et avec une assistance top. Le plateau, en fait, la crème du plateau médical, c'est ce que fait Hippocrate ce jour, qualité, et nous faisons aussi des check-ups que je n'avais pas cité tout à l'heure, des gens qui veulent, joindre l'utile à l'agréable, venir se faire soigner, ne serait-ce qu'une seule fois par année, et après aussi se reposer. Docteur, je vous le suggère même, docteur José, nous vous accueillerons avec plaisir. Nous attendons avec plaisir au Maroc, à Casablanca. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Votre dernier mot, docteur, avant de clôturer ce live, quel est votre dernier mot? Allô? Oui, voilà. Quel est votre dernier message avant de clôturer ce live? Votre dernier mot? Ah, ok, merci. Bon, le dernier mot, c'est quoi? Malgré cette pandémie, nous travaillons. Nous avions un slogan ici, le travail ne peut jamais s'arrêter. Et donc, même pendant la pandémie, au départ, où les réseaux sociaux ont traumatisé donc les gens, et nous avions travaillé. Après la période de désinfection de la clinique, nous continuons donc à travailler, à recevoir les patients et sans stigmatiser les patients qui viennent, parce que d'autres maladies ne se sont pas battues en retraite. Elles existent bel et bien. Et donc, j'encourage ceux qui... Parce que les hôpitaux sont devenus aujourd'hui, sinon les cliniques sont devenues aujourd'hui à sec, parce que les malades, ils vont fréquenter l'hôpital, soit c'est pour se contaminer, ou bien c'est pour être stigmatisé. Mais nous, évidemment, particulièrement à Clinique Sécurex, nous avions pris toutes les mesures qu'il faut pour garantir à nos patients qui fréquentent les mesures de désinfection, les mesures barrières qu'il faut. Et je pense que chez nous, le travail ne s'arrêtera jamais. Nous continuons à travailler dans la mesure du possible avec toutes les rigueurs qu'il faut. Et voilà, je salue tous les Dakarois, je salue tous les frères, les sœurs, les frères africains. Et absolument. Soudons-nous main en main et divulguons tout ce que nous avions comme aspect scientifique, des connaissances scientifiques que nous avions. Ne faisons pas comme à l'époque où un vieillard qui meurt part avec toute une bibliothèque. Mais pour l'instant, nous qui sommes encore en vie, je pense que ce que nous pouvons déceler
que ce soit sur la base scientifique et traditionnelle, que nous mettons cela en exergue, si cela peut arriver évidemment à faire battre la maladie en retraite, et nous n'aurons à dire bravo. Ok, donc le message est clair, l'union fait la force et l'Afrique vaincra. En tout cas, merci à vous tous pour votre disponibilité et votre fidélité. Et bye bye, on vous donne rendez-vous mardi prochain pour un autre live dans un autre pays. Et au plaisir de vous accueillir une nouvelle fois. Merci. Au revoir. Bye bye. Merci, docteur José. Au revoir. Merci, docteur. Merci à docteur Jean-Daniel aussi Ovaga. Merci. Ok. La santé a pour mission de conseiller, d'orienter médecins et patients vers les structures médicales les plus appropriées. Nous mettons également à la disposition des entreprises notre équipe d'experts pour l'optimisation des dépenses de santé au sein de leur entreprise. C'est pas ça. Mais alors, il y a